En direct du salon Inclusive Day. Bienvenue sur Sud Radio, sudradio.fr si vous regardez cette table ronde. Merci d'être toujours au rendez-vous. Nous sommes encore sur Inclusive Day ce mercredi 14 mai 2025, le salon consacré à l'inclusivité des personnes, qu'elles soient en situation de handicap, en situation de réinsertion professionnelle ou juste de fragilité. C'est une séquence cette année qui se fait sous d'ailleurs le signe de la santé mentale dont on a parlé sur notre table ronde ce matin, avec pour cette thématique de cette nouvelle table ronde, l'intelligence artificielle. Est-ce une opportunité pour les personnes en situation de handicap d'être augmentées, ou est-ce que c'est une augmentation de la précarité des personnes en situation de handicap? Pour en parler à mes côtés sur cette table, Philippe Trottin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur mission handicap et accessibilité du groupe Microsoft France. Exactement. Vous avez aussi un parcours un peu particulier, mais on va y revenir juste après. Un lien en tout cas avec le handicap que j'ignorais moi-même, parce que c'est pas la première fois qu'on se parle sur des tables rondes. Philippe, on a quelques kilomètres ensemble parcourus. Exactement, tout à fait. À votre droite, Claude Monnier, c'est ça, comme ça Monnier, bonjour. Bonjour à vous, merci d'être là. Vous êtes ancien directeur des ressources humaines de Sony, on connaît bien Sony. On va avec vous aussi aborder ces thématiques que j'énonçais juste avant. Et puis Franck Menu, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes fondateur de Emploi, avec Oui. un A, entreprise adaptée. Vous accompagnez du coup des personnes en situation de handicap dans l'insertion professionnelle sur les dispositifs d'emploi tremplin. Exactement, entre autres. Entre autres. Alors, messieurs, moi j'ai envie qu'on parle d'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui, tout le monde en parle, on en met absolument partout. Je vais me tourner vers vous, Philippe, parce que l'intelligence artificielle, c'est quand même un sujet que Microsoft explore depuis quand même quelques années, notamment avec une de vos applications, un use case, un cas d'usage dont on peut parler, Seeing AI, qui permet aux personnes aveugles, malvoyantes, d'interagir avec leur environnement, que ce soit sur la lecture de texte à la volée, la détection des couleurs, la détection de la lumière, ou encore le guidage en intérieur avec des points de marquage. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle chez Microsoft, c'est un enjeu commercial, on s'en doute, mais c'est aussi probablement un élément différenciant, une conviction. Je le disais vous-même, votre maman est malvoyante. Et non-voyante, en fait. Non-voyante. Elle a eu un accident quand elle m'attendait. Donc le handicap a fait que j'aurais pu ne pas exister, dans la mesure où les médecins ne voulaient pas qu'elle accouche. Elle a tenu bon et me voici. Et donc effectivement, elle est beau bébé, hein. un beau bébé, Ouais. oui, qui a pris quelques kilos depuis d'ailleurs. Alors ça, je peux pas juger de ça, mais en l'occurrence, vu le parcours, c'est un beau bébé. Aujourd'hui, quand vous êtes chez Microsoft et que vous travaillez sur ces questions-là, il y a évidemment un lien très personnel. Comment déjà Seeing AI a évolué, et aujourd'hui, Microsoft, qu'est-ce que vous en faites de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est pas un danger de précariser les personnes en situation de handicap? Alors en fait, la vraie difficulté qu'on va rencontrer aujourd'hui sur les sujets d'intelligence artificielle et les applications qu'on va développer, c'est pas tellement le développement de ces applications, c'est plutôt la diffusion de ces applications auprès des utilisateurs. On parlait de Seeing AI par exemple, qui a été très popularisé parce que c'est une application déjà gratuite, donc c'est plus facile. C'est pour la petite histoire aussi une application qui a été développée par un développeur non-voyant. Donc en fait, il l'a fait par rapport à ses usages, par rapport à ses difficultés. Et puis, quand on a 16% de la population active en situation de handicap, pour une entreprise comme Microsoft qui vend dans plus d'une centaine de pays ses solutions, c'est pas une option, c'est une obligation. Donc ça fait très longtemps qu'on fait de l'accessibilité numérique. Et l'intelligence artificielle, je dirais qu'il y a deux natures différentes d'intelligence artificielle. Ce qu'on a pu démarrer il y a déjà une petite dizaine d'années sur la reconnaissance vocale, de la dictée, du sous-titrage, enfin des choses qu'on utilise déjà dans la suite Office. Et puis on parle aussi de Copilot, on parle aussi de ce qui vient d'arriver, entre guillemets, depuis 2 ans, avec l'IA générative. Hein, tout le monde connaît ChatGPT, et qui offre plein de nouvelles possibilités. Notamment, moi, je suis aussi dysorthographe, donc je suis aussi concerné par une forme de handicap invisible. Avant, je faisais simplement de la dictée vocale. Maintenant, je vais utiliser de l'IA générative pour simplement reformuler
ce que j'aurais pu dicter au préalable, parce que ça va retirer les fautes, ça va retirer les problèmes de syntaxe, ça va améliorer la qualité de ce qui est produit. Claude Monnier, l'intelligence artificielle chez Sony, quand vous y étiez, c'était déjà un sujet. Alors ça n'en était pas un... Un peu plus près du micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour le conseil. Ça n'en était pas un au sens artistique, puisque ça c'est un autre univers et qui ne concerne pas notre discussion d'aujourd'hui. Ouais. C'est en tout cas un sujet central en termes de politique RH et définitivement un sujet central en termes de culture d'entreprise. Et aujourd'hui, en tant que DRH, c'est un sujet sur lequel moi je me forme et je m'informe le plus possible parce que je pense que c'est au cœur de notre fonction. Est-ce qu'il y a un risque, Franck Menu, pour que l'intelligence artificielle précarise les personnes en situation de handicap? Tout dépend toujours comment on aborde les outils et comment on les prend en charge. Bien sûr qu'il y a besoin de formation. Nous, ce qu'on peut constater dans l'entreprise adaptée que je dirige, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des outils effectivement qui sont utiles et qui aident les salariés à progresser. Comme vous le disiez, Philippe, ça permet avec l'IA générative de générer du texte qui n'a pas de faute, qui est structuré. Et donc pour des personnes qui ont des scrupules ou en tout cas des difficultés et qui pourraient mal vivre le fait de faire des fautes, au moins ils n'ont plus ce souci et ils peuvent se concentrer sur les réelles compétences qu'on attend d'eux, sur leurs différentes missions de relations clients, de RH, comptable, enfin voilà, toutes ces missions. C'est vrai qu'on a l'impression, en tout cas, que les gens prennent peur dans le monde professionnel, dans le monde économique. On se dit il y a la bulle de l'IA qui va probablement de plus en plus se densifier et puis à un moment exploser. Et les dommages collatéraux seront de tout le monde, avec des métiers qui auront été remplacés par l'automatisation que permet bien l'intelligence artificielle. Mais en réalité, vous l'exposez très bien, Philippe Trottin, sur votre dysorthographie, où moi je peux par exemple témoigner de par ma déficience visuelle. Je sais que maintenant, avec l'intelligence artificielle, j'arrive à travailler 5 fois plus vite juste sur mon téléphone. Est-ce que là, on n'a pas une vertu de nouveaux métiers, Claude Monnier, à apprendre à nos salariés et puis au monde de l'emploi? Oui, c'est une vertu. L'intelligence artificielle est un gisement. C'est un gisement de nouveaux métiers sur lequel il va falloir accompagner les personnes en termes d'acquisition de nouvelles compétences. Et je prendrai l'image de la dynamo. Je pense que si on incite les personnes à se familiariser avec ces nouvelles technologies-là, elles vont pouvoir d'ailleurs créer leurs nouveaux métiers, ce qui est aussi être un nouveau acteur de son évolution professionnelle et permettre à d'autres personnes en situation plus éloignée de l'accès aux nouvelles technologies de s'insérer dans le monde du travail. Et cette notion d'apprentissage collectif, il est clé, qui donne reçoit. C'est-à-dire que si on permet aux technologies d'évoluer avec les situations de handicap qu'on peut connaître dans le monde du travail, ça nous permettra d'être encore plus inclusifs sur un collectif plus large. Alors vous parlez de la dynamo, on peut parler de la révolution industrielle, on peut parler aussi de la révolution de la bulle Internet dans les années 2000 que vous avez bien connue, Philippe. Oui, on peut même parler de l'arrivée de la calculatrice, où on se posait des questions de savoir si les gens seraient encore calculés demain. Oui, mais ça, malheureusement, on constate que non. On constate que, on va dire, il y a de la disparité dans les résultats. Effectivement. Alors justement, comment on arrive à faire en sorte que l'intelligence artificielle puisse bien pénétrer nos entreprises, que les personnes puissent bien se former, surtout savoir l'utiliser, parce qu'il y a plein de gens qui l'utilisent, mais manifestement, soit elles en utilisent qu'un léger fragment, peut-être 5-10%, et puis il y en a d'autres qui l'utilisent mal, notamment sur de fausses informations, sur les fake check-in, etc. Enfin, les fake news plutôt. Oui, alors clairement, il y a un enjeu d'éducation. Moi, j'interviens aussi pas mal dans des milieux scolaires où on a des inquiétudes d'enseignants d'un côté qui disent ouais, mais finalement, les élèves utilisent l'IA pour rendre leurs devoirs, donc ils trichent et donc quelque part ont tendance à faire un peu un repoussoir du sujet. Et de l'autre côté, on s'aperçoit quand même qu'en termes de formation, l'usage est très très simple. Un champ de saisie dans lequel on pose une question, on a l'impression que c'est finalement facile à utiliser, alors qu'en définitive, ça nécessite d'avoir une certaine compétence pour obtenir réellement les résultats attendus. Donc il y a un vrai souci de diffusion de comment finalement utiliser au mieux cette intelligence artificielle. Et si on fait une relation avec le handicap, en définitive, c'est pas le handicap dont il faut parler, c'est les difficultés d'usage. C'est-à-dire il faut repartir des usages des personnes et en disant sur quel usage tu rencontres une difficulté et par rapport à cet usage, est-ce qu'une solution d'intelligence artificielle pourrait répondre à ton besoin? Quel genre de public vous accompagnez, Franck Menu ?
des personnes en situation de handicap éloignées de l'emploi, donc qui sont en reconversion professionnelle, des gens qui ont connu un accident de vie, un accident de travail, et qui avaient jusqu'à présent un travail qu'ils exécutaient avec les compétences qu'il fallait, et qui se retrouvent en situation de difficulté, puisque ne pouvant plus exercer leur métier, mais ont besoin de reconversion. Et donc, on va retrouver tout type de handicap. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de sélection de la nature du handicap. Et ce qui caractérise quand même les salariés qui arrivent chez nous, c'est un niveau de formation faible et surtout des habitudes avec le digital qui sont effectivement des connaissances digitales qui sont très faibles. Comment l'intelligence artificielle pourrait aider vos personnes accompagnées à être encore plus productives ? En fait, en les formant... Peut-être que ça le fait déjà. Effectivement. En les formant, finalement, on arrive à les rendre opérationnels rapidement. C'est-à-dire que quand on n'a pas ces outils, et au-delà de l'intelligence artificielle, c'est aussi ce qu'on a voulu dans notre application, nos Vigiscope de gestion des visites médicales, on a voulu qu'il y ait des processus qui soient structurés et qui aident le salarié et qui lui permettent de prendre en charge de l'activité dès son recrutement avec une faible formation, avec certainement des saisies, des opérations qui peuvent être jugées comme répétitives, mais qui au moins au début ont le mérite de pouvoir le mettre le pied à l'étrier la personne. Et ensuite, en formant cette personne sur des outils comme l'IA, ça permet à cette personne de progresser plus rapidement et surtout de se concentrer sur les compétences sur lesquelles on l'attend. Donc en fait, il n'a plus peur de rédiger des fautes, d'écrire à des clients. Parfois, je tremblais quand j'avais des gestionnaires qui écrivaient en direct avec des clients. Je disais, oh là là, j'étais en copie, je voyais les fautes, c'était un peu compliqué. Et là, je vois aujourd'hui ces mêmes personnes à qui on a donné des cours de français, des cours de grammaire. C'était encore un peu compliqué et aujourd'hui ils font des textes très structurés avec il y a plus de fautes et donc même en termes de reconnaissance, c'est une personne maintenant qui est dans la relation client, qui s'exprime tous les jours avec les clients et qui n'est pas jugée sur des fautes et qui est plutôt jugée sur les capacités qu'elle peut apporter et sur toute la valeur ajoutée qu'elle peut apporter à la prestation. Est-ce que la dysorthographie, Philippe Trottin, oui, c'est une difficulté qui a un peu gêné votre parcours ? Alors clairement, si on reprend un peu l'historique, moi j'ai été détecté à peu près à 12 ans et en définitive, les premières années de ma scolarité, quelle que soit la matière, on se retrouve avec des points en moins parce que des fautes d'orthographe, que ce soit en français, en histoire, en maths même, des points en moins. Donc on vit avec, on a l'impression finalement que c'est une injustice profonde d'avoir ça. Si j'avais pas eu finalement un soutien très très ferme de ma mère au niveau de mes études, j'aurais jamais fait une école d'ingénieur, j'aurais jamais pu. J'ai eu un tiers-temps supplémentaire au bac, donc ça permet d'avoir à la fois un peu plus de temps, mais en même temps d'être stigmatisé par rapport aux collègues qui eux partent de la salle d'examen. Donc on se retrouve dans des situations pas très agréables, voire même sur certaines épreuves, je suis parti avec les autres en me disant non, je vais pas prendre ce tiers-temps, je préfère partir pour pas justement que ça soit trop visible. Effectivement. Ouais. Après, depuis évidemment, moi je vois une vraie différence. Je suis arrivé il y a 26 ans chez Microsoft. À l'époque, je faisais du consulting, je rendais des rapports à des clients. On avait une gentille assistante dans l'équipe qui prenait les rapports, les corrigeait avant de les remettre aux clients. Là aujourd'hui, avec ces outils, elle s'appelle GPT. Elle s'appelle Copilot, voilà, elle s'appelle Copilot et elle m'aide au quotidien. Il y a un point qui est extrêmement intéressant par rapport à ce qui a été dit. Je pense que ce qui est important, c'est l'autonomie des gens. Ces outils, le gros avantage, c'est qu'elles créent finalement un assistant machine, on va dire, un assistant numérique. Et sans gêne en plus. Sans gêne, sur lequel on se dit je fais une erreur, c'est pas très grave, de toute façon je suis pas jugé par la machine. Et donc on gagne en autonomie et ça permet effectivement d'être plus rassuré, je pense. Moi j'ai une collègue par exemple qui avait aussi des problèmes de dysorthographie. Elle, sa bête noire, c'était de passer au tableau et qu'on lui demande d'écrire au tableau. Parce que là, elle avait plus de filtre, elle avait plus de machine, elle avait plus de clavier, plus de correcteur. Et donc, elle trouvait des subterfuges en disant à ses clients, non, mais j'écris mal, allez au tableau, je vais vous dire ce qu'il faut dicter, ce qu'il faut écrire. Voilà. C'est vrai que c'est une grande souffrance. Et malheureusement, on ne le perçoit pas. On pense d'ailleurs que les gens ont juste été mal éduqués, ont eu un niveau scolaire très mauvais, etc. Alors qu'en fait, ça vient de troubles comme ça qui font des troubles cognitifs qui font que
eh bien, malheureusement, vous n'avez pas les mêmes façons de raisonner que tout le monde. Et du coup, immédiatement, les choses que vous sortez ne sortent pas comme celles qui sont attendues. Donc, c'est vrai que l'intelligence artificielle, là-dessus, est un bon vecteur pour augmenter le pouvoir des personnes. Claude Monnier, vous, quand vous étiez DRH, vous avez rencontré ce genre de troubles dans votre carrière quand vous accompagnez le handicap? Oui, à de nombreuses reprises. Et aujourd'hui, la neuroatypie est quelque chose qu'on étudie de manière un peu systémique dans le monde du travail. Moi, je pense que la fonction RH, elle a deux devoirs. C'est de permettre aux personnes en situation de handicap de se former en situation de travail et de manière synchrone avec l'intelligence artificielle. Et je pense qu'on a aussi un autre devoir, c'est de permettre aux gens de se former à l'intelligence artificielle dans les situations de la vie de tous les jours, et cette fois de manière asynchrone. Pour une raison simple, c'est que si on parle d'intelligence artificielle uniquement aux personnes qui ne sont pas en situation de handicap, on va à nouveau créer une discrimination supplémentaire et essentialiser les gens en situation de handicap en disant l'IA, c'est pas pour vous parce que ça va vous précariser. Je crois que l'IA en tant que telle, c'est un facteur d'inclusion et que cette fonction RH, elle doit permettre aux gens de manière synchrone et asynchrone de se former à toutes les situations auxquelles l'IA apporte une solution, et elles sont nombreuses. Moi, je vois autour de moi, par exemple, des personnes d'un certain âge qui, en fait, se sentent complètement démunies juste à l'idée de passer sur ChatGPT ou sur Claude, sur Mistral, etc. En se disant, mais si je commence à passer là-dessus, je vais lâcher prise et je vais devenir complètement incompétent. C'est quelque chose que vous percevez dans votre entourage, messieurs? Oui, parce qu'effectivement, il y a toujours des freins. Et, oui, tout à fait. Et donc, dans les entreprises adaptées, mais que ce soit dans le personnel encadrant ou que ce soit dans les personnels qui délivrent les prestations à nos clients, il y a évidemment une appréhension des outils, une peur. Et c'est vrai que les outils, il faut apprendre à les maîtriser. On ne s'improvise pas, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut apprendre. Et c'est pour ça qu'on a décidé, nous, de créer un organisme de formation qui dispense des formations pour apprendre à utiliser les outils d'intelligence artificielle et qui soient particulièrement inclusifs, donc qui s'adaptent à la vitesse d'apprentissage et au contenu, enfin voilà, qui soient vraiment adaptés aux personnes en situation de handicap. Mais une fois qu'on les a formés et qu'ils maîtrisent les outils, ces peurs s'estompent. Et puis après, ils sont plus critiques sur les biais qu'on peut rencontrer dans les moteurs et finalement, ils deviennent effectivement plus productifs. Alors, l'intelligence artificielle, elle permet du coup, si je vous écoute, d'augmenter les pouvoirs des personnes en situation de handicap, ou même pas que de handicap, mais juste de personnes qui présentent quelques troubles neuroatypiques, par exemple, comme Philippe. Mais j'aimerais juste, par exemple, que vous me donniez chacun un exemple auquel vous pensez, très concret, de comment l'intelligence artificielle permet, dans le quotidien d'un cas spécifique auquel vous pensez. Et Philippe Trottin, je vous retire la déficience visuelle parce qu'elle est trop facile celle-là, et la dysorthographie. Vous me trouvez autre chose, mais j'en ai. Voilà, comment l'intelligence artificielle peut aider monsieur et madame tout le monde, peut-être même nos aînés? Philippe Trottin. Effectivement, les sujets de dictée vocale, on en a parlé dans le cadre de la dysorthographie, mais les sujets de dictée vocale, c'est finalement proposer une autre interface pour dialoguer finalement avec la machine. Ouais. Donc un assistant vocal, c'est un bon exemple. Si je regarde ma mère, elle utilise beaucoup des assistants vocaux pour obtenir de l'information. Donc à partir du moment où on a un assistant vocal qui est très orienté, qui intègre énormément d'intelligence artificielle et intègre quelque chose de très précis dans les résultats qui sont donnés, c'est un vrai outil. Et ça peut être un outil pour une personne âgée, ça peut être un outil pour une personne en situation de handicap, quel que soit son handicap. Qui n'aurait pas l'usage par exemple de ses membres supérieurs. Exactement. Puis en fait... tout le monde est concerné. Moi, quand je vais présenter ces solutions-là, je m'aperçois que tout un chacun, on est beaucoup moins agile avec un clavier qu'avec sa voix. Ouais. Claude Monnier. Oui, moi j'ai été absolument impressionné par une personne sourde qui a développé une utilisation de l'intelligence artificielle qui lui a permis d'avoir une appréhension sonore et multisensorielle des accès au contenu culturel. Et elle a couplé ça avec un outil qui s'appelle Perplexity, qui est à la fois une IA et un moteur de recherche. Et ça lui a donné accès à des contenus culturels qui ont été spécifiquement édités pour des personnes sourdes, dont elle n'avait pas connaissance. Et ça lui a permis d'avoir une sensibilité extrêmement pointue dans un contexte où il y avait plutôt au départ un isolement, et dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Alors, ça donne quoi concrètement? C'est intéressant ce que vous racontez. Oui, il y a quelque chose qui permet de retranscrire tout ce qui est sur l'audio habituellement, dans la description d'un tableau, d'une œuvre picturale,
musicale, d'un court-métrage, etc. Ouais. En situation, cette fois, écrite. Ouais. Et donc, par exemple, de la médiation culturelle pour personnes aveugles. Absolument. Ok. Et donc ça, il prend cet audio. Oui, exactement. Ouais. Et vous avez quelque chose qui peut être apparenté un peu à ce qu'on appelle l'audiodescription. Oui. Quand on est en train de regarder une série, par Bien exemple. sûr. Et là, ça intègre vraiment une approche très systémique de ce qu'est une œuvre culturelle, y compris en prenant un handicap sensoriel tel que la surdité. C'est fascinant. Franck Menu, J'en aurais plusieurs, mais alors je vais en choisir un qui n'a pas été pris déjà. Qui n'a pas été pris. J'en aurai une petite dernière après. Ah non, lui prenez pas. Ce que je peux raconter, c'est en fait l'arrivée chez nous d'une salariée qui était, pour qui la progression était difficile, à tel point qu'on envisageait la fin de sa période d'essai, de sa période d'essai. Et parce qu'en fait, on n'arrivait pas à la faire progresser. Et quand j'interrogeais l'encadrante qui l'a formée, elle dit mais pourtant j'ai fait tout ce que je pouvais. Je me suis même mis à côté d'elle pour pouvoir lui expliquer le contenu des mails et puis l'aider à rédiger les mails. Et elle n'y arrivait pas. Et donc ça ne pourra pas le faire. Et quand j'ai interrogé la salariée, je lui ai retenu, je lui ai dit mais pourtant t'as quand même quelqu'un qui t'accompagne, qui est à côté de toi. Elle dit mais c'est encore pire, parce qu'en fait comme elle est à côté de moi et qu'elle regarde ce que je tape, et ben ça me paralyse, à tel point que je sais même plus, je comprends plus ce qui est écrit dans le mail et je suis tétanisé. Voilà, et en fait, en discutant avec elle, j'ai appris qu'elle était dyslexique. D'accord. Et voilà, donc on n'est pas très loin de ce qu'on disait. Et donc l'intelligence artificielle, du coup, l'aide à ne plus ressentir cette pression, cette gêne. Parce que du coup, elle le fait en dictée vocale. Exactement. Elle le fait en dictée vocale et puis après, elle a surtout une aide à la rédaction qui fera qu'il n'y a pas de faute dans ce qu'elle va écrire et qu'une fois qu'elle va se retrouver seule à son poste et qu'elle ne sera pas jugée par quelqu'un qui regarde au-dessus de son épaule, eh ben, en fait, elle va être parfaitement opérationnelle. Philippe Trottin, vous aviez une autre... Oui, j'en ai une petite dernière. Ça vient de mes collègues. On organise tous les mois un café neurodiversité chez mes collègues. Et donc, j'ai des gens qui sont dans le spectre autistique ou qui ont des troubles de l'attention. Et notamment, ils utilisent l'IA générative pour évaluer le ton d'un message. Ils ont du mal à lire en fait l'émotion et donc en fait dans le ton de temps en temps on peut avoir un peu de pression, on peut avoir une notion d'urgence et donc ce qu'ils ne réussissent pas eux-mêmes à capter comme information, ils utilisent l'IA générative en disant est-ce qu'il y a un changement de ton depuis la dernière fois qu'on a discuté par mail avec la personne. Et donc l'IA, elle va récupérer la conversation et dire ah bah oui là visiblement il y a un peu plus de pression ou c'est un petit peu moins sympathique que ce qu'on pouvait avoir préalablement. Et est-ce que c'est réellement utile ? Parce que s'il y a un changement de pression et que vous y êtes insensible, c'est pas plus mal. Ah bah oui, mais c'est réellement utile parce que de temps en temps on ne lit pas la notion d'urgence en fait dans un mail qu'on reçoit, alors qu'en fait plus on se rapproche d'une échéance et plus on a une pression, et si on ne répond pas entre guillemets à cette pression, on peut se retrouver en situation délicate. Ouais, je comprends bien. C'est fascinant ça aussi. Et alors moi j'ai une question très axée Microsoft, Philippe Trottin, sur Copilot. Oui. Je suis en situation de handicap. Comment Copilot peut m'aider concrètement au quotidien avec mon ordinateur Windows ? Alors il y a plusieurs choses. Il y a déjà les solutions qui existent en standard dans Windows. Globalement, on fait un petit coup de Windows U et on accède à toutes les fonctionnalités de réglage de l'environnement. Donc le raccourci touche Windows avec la lettre U. La lettre U, exactement. Comme utilitaire. Tout à fait. Ensuite, il y a une toute nouveauté avec Copilot Vision qui est intégrée dans le navigateur Edge. Ouais. Donc Copilot Vision, ce qui est intéressant, c'est que je suis sur une page internet, je lance Copilot Vision et à partir de ce moment-là, je dialogue avec la machine, avec ma voix, et je dis à la machine, est-ce que tu peux me décrire cette page ? Est-ce qu'il y a un bandeau de navigation ? Quels sont les boutons ? Tiens, je suis sur une page LinkedIn, est-ce que tu peux me lire ce post ? Et donc la machine va simplement décrire l'image qui est présentée à l'utilisateur. C'est la fin du règlement général pour l'accessibilité des outils numériques Je dirais que ça va être complémentaire à un lecteur d'écran, puisqu'en définitive, le problème d'un lecteur d'écran, c'est qu'on a une vision très... Oui. Je rappelle ce que c'est, le RG2A, le référentiel général pour l'accessibilité numérique. C'est un agrément qui vient d'agréments internationaux, mais qui est très propre à la France, sur rendre accessible une interface numérique, un site internet, une application mobile, pour qu'elle soit préhensible par une personne en situation de handicap visuel, mais même trouble 10. Tout type de handicap. Tout type de handicap qui a besoin d'interagir avec la machine. Là, ce que vous racontez, effectivement, les personnes déficientes visuelles utilisent un lecteur d'écran, mais ce que vous racontez, c'est que avec Copilot,
finalement, les éditeurs qui doivent s'y conformer et à qui ça peut coûter beaucoup d'argent peuvent quand même compter beaucoup surtout les utilisateurs d'ailleurs, sur votre outil Copilot Vision. Alors oui, je dirais oui et non. C'est-à-dire pour le moment, Ouais. Copilot Vision, son avantage, c'est qu'il est en capacité de décrire l'interface, c'est-à-dire de remplacer Mais pas les yeux de la d'interagir personne, avec. mais pour le moment pas d'interagir. Et donc évidemment... Ce que pourrait permettre Claude apparemment, l'intelligence artificielle. Alors Claude permet d'accéder à un certain nombre de boutons, mais ne va pas faire cette description d'écran, en tout cas pas aussi précise. D'accord. Mm. Et vous, Copilot est toujours appuyé sur OpenAI, Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'éditeur de ChatGPT. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a financé la possibilité finalement d'être bénéficiaire exclusif de ce que OpenAI fait et donc de pouvoir l'intégrer dans nos outils. Mais parallèlement à ça, on a évidemment des équipes de développement qui font aussi de l'IA chez Microsoft. Et donc si on prend un exemple de Copilot, c'est un mélange entre ce qu'on va avoir dans ChatGPT, mais aussi dans des choses qui sont très spécifiques à l'environnement Microsoft. Si on essaye de résumer ça, on va dire Copilot, c'est à la fois ChatGPT avec la possibilité aussi d'interroger sa messagerie, ses mails, ses documents, et donc de pouvoir finalement faire des recherches beaucoup plus rapides. Ouais. Je peux dire à Copilot, est-ce que tu peux me faire un tableau des réunions de la journée? Il va me sortir un tableau de mes réunions, ce que pourrait pas faire un ChatGPT ou un Claude ou un autre outil. Justement, Claude Monnier, parce que avec Perplexity, on arrive c'est fascinant, moi je l'ai installé sur mon téléphone, on arrive à interagir totalement quasiment avec son iPhone, bien mieux d'ailleurs qu'avec un Apple Intelligence. Oui, je trouve que c'est un des outils aujourd'hui les plus pertinents quand on est sur l'interface avec des personnes en situation de handicap. La complémentarité de l'approche entre moteur de recherche d'un côté et IA. Et je trouve qu'il y a une interface ergonomique aussi qui est moi satisfaisante pour tous les retours d'expérience que j'ai pu avoir sur le sujet. Effectivement. Franck Menu, vous êtes plutôt quoi? Windows, Mac avec vos ça dépend utilisateurs? pourquoi. Ordinateur Windows et puis téléphone Plutôt iPhone. iPhone. Ouais. Bon, et ben merci beaucoup messieurs. Je rappelle Franck Menu, vous êtes fondateur de l'entreprise adaptée Emploi avec un A et également votre centre de formation Savaria inclusif. Savaria inclusif. D'accord, vous pouvez juste l'épeler comme ça. SAVOIR Ok. IA, intelligence artificielle et inclusif. D'accord. Merci beaucoup Franck Menu. Merci. Merci Claude Meunier. Je rappelle, vous êtes ancien directeur des ressources humaines du groupe Sony avec une forte dimension en handicap. Merci d'avoir participé à cet échange. Philippe Trottin, directeur de la mission handicap et accessibilité du groupe Microsoft France, avec beaucoup de sujets et beaucoup de bonnes idées, Philippe Trottin. Merci beaucoup. Merci en tout cas messieurs d'avoir participé à cet échange. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'intégralité de nos échanges évidemment sur Sud Radio et sur sudradio.fr. À très vite et on continue sur Inclusive Day. En direct du salon Inclusive Day.